Nous voici en tout début de cette nouvelle année civile. Et il est de bon ton en cette période, de la part de nos dirigeants, qu'ils soient professionnels, politiques, administratifs, édiles ou communautaires, de nous formuler leurs meilleurs vœux, de nous souhaiter une excellente année. C'est donc dans ce cadre que je reçois le président du Consistoire de Cannes, Gérard Bavard. Bonjour. Bonjour. Dans le cours de ce premier semestre 2020, j'ai noté 2 rendez-vous importants avec les urnes. Le premier est national, ce sont les élections municipales, les dimanches 15 et 22 mars prochains, mais au mois de mai à Cannes, autre élection prévue, à travers une assemblée générale de l'ACI, un vote qui décidera d'un nouveau bureau qui élira, lui, un nouveau président du Consistoire de Cannes. Alors tout d'abord, avant de vous demander si vous vous représentez, comment, dans l'ensemble, avez-vous vécu cette dernière mandature et dans quel état d'esprit vous la terminez ? Bien, alors pour revenir sur le début de votre question, effectivement, nous approchons une période électorale, mais la campagne n'est toujours pas ouverte. Et justement, je voudrais... Laquelle ? Les deux, que ce soit la municipale ou la campagne concernant la réélection du nouveau conseil d'administration de l'ACI, du CACC et de l'AIBC. Et à ce propos, je voudrais dire à mes chers coreligionnaires cotisants de l'ACI qu'il est temps de commencer à penser, vous allez bientôt recevoir les documents, penser à la constitution de nouvelles listes, parce que ce serait bien qu'il y ait plusieurs listes en compétition, disons, pour accomplir cette mission exceptionnelle. Vous le souhaitez ? Ah, bien sûr que oui. Accomplir cette mission exceptionnelle qui est la direction de, en tous les cas, les commandes de la communauté de Cannes, qui est une belle communauté, croyez-le. Alors pour ceux qui l'ignorent, un consistoire n'est pas seulement l'assemblée du conseil d'une synagogue. Dans le judaïsme, un consistoire est une institution fondée en 1808 par Napoléon Ier, chargée d'organiser le culte hébraïque dans le cadre d'une région. Les consistoires régionaux sont fédérés dans le cadre du consistoire central israélite de France. Une précision peut-être à rajouter ? Non, vous avez tout dit. Effectivement, nous sommes le consistoire. C'est la seule institution légale, représentative du judaïsme en France. Alors, il y a d'autres courants, bien sûr, il ne faut pas les ignorer. Mais tout ce qui est administratif et religieux doit passer par le consistoire. Il ne faut jamais s'en écarter, jamais l'oublier. Vous savez, c'est une vieille dame, le consistoire de France, et c'est un particularisme français. On a plus de 200 ans d'existence. On a eu des déboires dans les différentes périodes depuis son existence, depuis la création de Napoléon. Le consistoire a toujours été le lien pour tous les juifs de France. Un lien indestructible jusqu'à présent. Il faut se rappeler ce que nous sommes. Il faut rappeler à quoi nous servons. Et on sert à beaucoup de choses que d'autres institutions ne peuvent pas accomplir, comme par exemple la rédaction d'actes de judaïté. Seul le consistoire est habilité à les faire, que ce soit pour un alia, pour un mariage, etc. La reconnaissance de nos ketubot. N'importe qui peut faire un mariage, bien sûr. Aura-t-il de la valeur ailleurs que dans l'entourage, dans l'intimité d'un mouvement quel qu'il soit ? Pas forcément. Alors que les ketubot émises par le consistoire sont reconnues au plan international, que ce soit en Israël, mais dans tous les pays du monde. Et on le voit tous les jours. Tous les jours, on nous dit, mais attendez, il faut nous redonner un double de la ketouba parce que ma fille, elle se marie au Brésil ou à Pétaouchnok. Si le mariage n'a pas été fait par le consistoire, on ne peut pas l'établir. Et bien entendu, les ketubot émises ne sont pas forcément reconnues. Alors, je ne veux pas être alarmiste, mais que chacun prenne ses responsabilités. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est important. Le consistoire existe, il a ses structures, il a son historique, ses archives, il faut vous en servir. Il est ouvert à tous les juifs de France, bien sûr, les juifs mariés, en tous les cas élevés dans nos traditions. Alors là, c'est pour le consistoire de Cannes, spécifiquement, mais bien sûr, il y a d'autres consistoires. Il y a le consistoire de Nice, de Cagnes-sur-Mer, de Monaco. 11 consistoires sur la Côte d'Azur. Voilà. Donc, il y a 11 consistoires.
Et il y a aussi maintenant un consistoire régional Il est là, élu avec un président. Absolument. Alors, il est là pour fédérer les consistoires de la Côte d'Azur. Et on est très fiers d'avoir à sa tête un jeune président très actif, Franck Israël, que maintenant tout le monde reconnaît pour ses capacités et son dévouement. Et croyez-moi, c'est pas facile parce que c'est un homme jeune si vous préférez, un homme jeune. Très actif parce qu'il a quand même sa parnassa, il est amené à travailler beaucoup, mais il s'investit énormément pour ses coreligionnaires, pour toute la communauté de la Côte d'Azur, et il faut lui en être reconnaissant et l'aider. Alors justement, quel est le rôle, la fonction du consistoire et ses pouvoirs du consistoire régional ? Alors, il n'a d'autre pouvoir que d'essayer de fédérer les consistoires de la région et d'être la principale relation avec le central, même si certains présidents comme moi ou comme le président de Nice siégeons au consistoire central, eh bien c'est vrai que notre voix doit être celle du consistoire régional en la personne de Franck Israël. Alors, comment vous pouvez qualifier les relations interconsistoires dans le cadre régional Mais elles sont excellentes. Malheureusement, on a un département qui est un des plus petits départements de France, mais il est quand même très étendu. Il est bien évident que les relations dans le 93, entre les consistoires du 93, entre les synagogues du 93, sont faciles, sont aisées. C'est vrai aussi pour Marseille, parce qu'en fin de compte, Marseille a une cinquantaine de synagogues dans sa ville, et puis quelques petits pôles extérieurs. Mais nous, on est quand même très étendus. On commence à Saint-Raphaël, et encore, avant on avait Toulon, mais maintenant on l'a rendu à Marseille. J'espère que Marseille s'en occupe bien. C'est vrai que c'est plus proche de Marseille que de... On commence à Saint-Raphaël, et on finit à Monaco. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est des mondes différents. Géographiquement, c'est terrible. Moi, j'ai vécu à Paris 30 ans de ma vie. On passait notre temps dans les transports. Aujourd'hui, quand on doit faire un déplacement à Nice, c'est 30 minutes de Cannes à Nice. Mais si on doit aller à Menton, on a l'impression que c'est une expédition, on va changer de pays. C'est le paradoxe de la Côte d'Azur. Mais en plus, nous, Cannes, on va très loin. On va jusque dans l'arrière-pays. Je crois que la plus éloignée des communautés voisines de Cannes, c'est Draguignan. Alors justement, est-ce que vous pouvez définir le triangle ? Parce que je crois que c'est un triangle. On commence, parce qu'on dit consistoire de Cannes et sa région. Alors c'est quoi sa région ? On commence à la frontière de Saint-Raphaël. On s'arrête... Non, je parle de Cannes. La région de Cannes, oui. On commence à la frontière de Saint-Raphaël. On s'arrête alors si vous regardez la mer sur la gauche, à Golfe-Juan, qui est dépendant d'Antibes. Et puis après, on remonte tout l'arrière-pays. Saint-Raphaël fait partie de Cannes, alors ? Non, à la frontière, à la porte de Saint-Raphaël, on commence, à Théoul, disons, voilà. Théoul, voilà. Donc il y a un consistoire sur Saint-Raphaël. Il y a un consistoire à Saint-Raphaël, bien sûr. Voilà, c'est précisé. Et puis après, on remonte à Saint-Vallier, etc., tout l'arrière-pays, toute la basse montagne. Là. Donc jusqu'à Grasse, grosso modo, et au-delà. Voilà, Grasse est dépendant de Cannes, bien sûr. Et heureusement, il y a un consistoire maintenant à Valbonne, parce qu'avant, Valbonne était aussi sous notre coupe, mais... Et là, je veux féliciter les jeunes acteurs de Valbonne qui sont en train de se démener ils ont construit, ça y est, leur synagogue, elle est splendide et je vous invite à les encourager, à les visiter. Mais on a quand même un territoire assez étendu, pas forcément peuplé quant à l'arrière-pays, mais on est obligé d'aller très loin. Alors, puisque nous parlons régional, puisque nous parlons consistoire, parlons aussi de cache-route. Les restaurants du centre communautaire et certains autres restaurants de Cannes placardent une Théouda niçoise. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Alors d'abord, il n'y a pas certains autres, il n'y en a qu'un autre. C'est l'ancien côté Croisette, Benita, qui est dans la rue du Martinez, et notre restaurant et notre salle qui sont Kacher Beddin de Nice. Mais c'est toujours pareil, vous savez, on n'est pas là pour dénigrer toutes les cache-routes, mais profusion de cache-route peut nuire à la cache-route. Il faut savoir que seul le Grand Rabbin de France détient les autorisations. L'abattage rituel est fait sous la responsabilité, au plan national, sous la responsabilité du Grand Rabbin de France.
Après, qu'il y ait des sensibilités diverses, c'est possible. Nous, séfarades, nous avons été élevés avec la viande glade. C'est pas une invention ni russe, ni américaine, ni polonaise, ni allemande. La viande glade, c'est typiquement la viande que nous mangions en Afrique du Nord et dans les pays du Maghreb. Donc pour nous, c'est une nourriture normale et on la trouve bien sûr sous l'égide du consistoire de la cacheroute niçoise. Maintenant, après, la profusion d'étiquetage de cacheroute peut nuire. On l'a vu aux États-Unis où ils ont réussi à imposer une cacheroute quasiment unique avec le You aux États-Unis. En Israël, c'est pareil. Il y avait tellement de cacheroutes différentes, de labels différentes, que le tribunal rabbinique a réussi à quasiment l'unifier en Israël. C'est bien que l'on ait une seule cacheroute avec une seule responsabilité. Nous, on sait que nos boucheries sont surveillées, on sait que l'abattage est contrôlé. Le Rav Benagou fait son travail, un travail tout à fait exceptionnel pour la cacheroute de la Côte d'Azur, très importante. Il y a un Beddin sur la Côte d'Azur et on a l'apport en plus de Dayanim mondialement connus. Bon, voilà. Après, pour le reste, chacun fait comme il l'entend. On ne peut pas conseiller aux gens d'aller manger autre chose que du kasher Beddin. Même dans les produits emballés. Sachez qu'il y a eu bien des problèmes avec des cacheroutes. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, mais il y a eu plein de problèmes sur les produits, même les produits emballés. Il ne faut pas que la cacheroute devienne un business. Il faut que ça reste un acte religieux. On s'efforce de manger kasher. Ça revient très cher et c'est pas sans raison. Un jour, on aura l'occasion, vous aurez peut-être l'occasion d'interviewer le Rav Benagou pour qu'il vous explique ça dans le détail. Il ne s'agit pas d'enrichir tel ou tel consistoire. Je sais que pertinemment... Mais il faut que le consistoire vive. Oui, mais il ne vit pas de la cacheroute. Sachez-le, en tous les cas, pas à Nice. La cacheroute de Nice est déficitaire. Ça peut paraître paradoxal. Les bouchers, je ne sais pas s'ils sont déficitaires, mais en tous les cas, la cacheroute de Nice, elle est déficitaire, mais c'est notre rôle, même si ça nous coûte de l'argent, c'est notre rôle de nous assurer que la viande consommée sous l'égide de la cacheroute régionale c'est faite et distribuée dans le plus strict respect de la halakha. Sous l'égide du consistoire ici à Cannes, deux instances cohabitent au sein d'une même entité géographique. Donc, on l'a défini donc tout à l'heure. Donc, grosso modo, c'est Golfe-Juan, Mandelieu, Grasse. Hein, c'est ce grand triangle. Il y a donc l'ACI et le CACC donc, qui cohabitent, auquel est venue maintenant s'adjoindre une troisième entité. Mais oui. Alors, quelle est, d'abord, citer cette troisième entité et quelle est la zone d'exercice de chaque association? Bon, donc on reste bien sûr cantonné au local, mais on est amené pour l'ACI, en tous les cas pour les parties religieuses, à nous déplacer même au-delà de nos frontières. Si la présence de notre rabbin est désirée, que ce soit en Espagne, aux États-Unis et ailleurs, eh bien, avec l'autorisation du Grand Rabbin de France, bien entendu, nous accordons à notre rabbin ces déplacements. C'est normal. Vous avez dit, il y a deux associations principales qui sont... CACC. Alors, quel est le rôle de l'une, quel est le rôle de l'autre? On parlera de la troisième. Voilà, c'est très distinct. Hein. L'ACI, c'est le cultuel. La synagogue, les fêtes, la cacheroute, tout ce qui est cultuel, festif, tout ce qui concerne la culture, c'est le CACC. Et puis, il y a un paradoxe que l'on a découvert suite à l'alerte du consistoire central, c'est que les synagogues, qui sont très sollicitées pour la bienfaisance, et Dieu seul sait que c'est un défilé permanent, que ce soit pour les... croyez-le, nous n'avons pas le droit de pratiquer la bienfaisance via la synagogue. C'est un paradoxe, hein. Donc nous avons été amenés à monter... Alors qu'il y a toujours des boîtes de tzedaka. Bien sûr, bien sûr. On a été amenés à créer une nouvelle association, l'association de bienfaisance de Cannes,
qui, elle, collecte via faire une soirée pour la bienfaisance, pour la tzedaka. Et donc, une partie des bénéfices qui seront dégagés de cette soirée vont partir au profit de la tzedaka. Ils auraient pu partir au profit de la IBC, de l'association de bienfaisance de Cannes, mais bon, ça a été fait en collaboration avec le Mnebrit et on le fait bien volontiers au profit de la tzedaka. Il est évident que ces trois, c'est le même conseil d'administration. Moi, je ne te donne pas la salle parce que j'en ai besoin, je l'ai, machin. Non, c'est le même conseil d'administration qui gère les trois, avec une équipe chargée de la bienfaisance dans la confidentialité exigée pour cette mission, une autre équipe qui est chargée du culte et une troisième équipe qui est chargée de la culture. Et puis comme ça, ça fonctionne bien. Après, on verra à l'avenir ce que le nouveau conseil d'administration, qui sera élu au mois de mai, je crois, voudra décider dans sa politique. Mais aujourd'hui, les choses sont gérées de cette manière-là. Les moyens modernes de communication nous permettent, si on les maîtrise, d'être informés, de correspondre, d'être reliés, mais aussi de nous éloigner les uns des autres. Nous ici, nos familles sont à Paris, Lyon ou Marseille, nos enfants sont à Londres, Prague, New York, Singapour. Alors Prague, Gérard... c'est pour vous, hein. Pardon ? Prague, c'est pour vous. Il faut savoir que sa fille vient de s'installer à Prague pour 6 mois. Et donc, vous voyez, il a encore cette peine de la séparation de sa fille. Absolument. Alors Gérard, donc avec l'accélération du rythme de la vie, est-ce que vous avez senti au sein de la communauté, alors je vous donne plusieurs étapes, une baisse de la spiritualité, une baisse de la fréquentation, ceci autant pour la synagogue que pour le centre communautaire. Est-ce que vous avez aussi senti un repli sur soi, une dispersion des adhésions, ou alors, paradoxalement, un besoin de se regrouper, de se rassembler ? Voilà, vous avez tout dit dans la conclusion. Effectivement, la communauté se retrouve dans sa grande maison, dans ces grandes maisons que sont la synagogue et le centre culturel. La fréquentation augmente et ne réduit pas. Par contre, c'est vrai que traditionnellement, nous étions, disons, un consistoire de têtes blanches, et aujourd'hui, ça se rajeunit de plus en plus. Il y a de plus en plus de couples jeunes qui s'installent dans notre belle ville, dans notre environnement en tous les cas, et qui fréquentent avec assiduité, je dois le reconnaître, la synagogue. Il n'y a pas de crise de spiritualité. Non, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que la communauté change. C'est comme partout. Il y a un certain modernisme pour certains. Peut-être que pour d'autres, il y a une nostalgie de ce que c'était. Qu'est-ce que vous appelez modernisme ? Disons que peut-être que les offices sont un peu plus décontractés qu'ils ne l'étaient, il y a peut-être un peu moins de rigueur dans la tenue, enfin en tous les cas, quant à la participation des offices. Mais par contre, vous savez, ça choque beaucoup nos visiteurs qui sont très étonnés que le Shabbat, par exemple, des fois on a du mal à avoir de la place. Et pourtant, la synagogue compte plus de 450 places entre les hommes et les femmes. Elle est grande. Hein, pour une synagogue de province, elle est grande. Elle est plus grande que certaines synagogues parisiennes, ou marseillaises, ou lyonnaises. Mais on est plein. On est plein toute l'année. Alors l'été, ça nous oblige à ouvrir d'autres offices. Pardon. Non. La fréquentation s'accroît. Et vous savez, il y a des années que je parle de cet alia interne. Tout le monde me rit au nez quand j'en parle, mais c'est évident. On a eu quelques départs, quelques gens qui ont fait leur alia en Israël, et c'est très bien, c'était leur choix. Mais on a de plus en plus de jeunes couples qui s'installent sur la Côte d'Azur, et en particulier à Cannes, parce qu'on a encore cette tranquillité, cette sérénité de vie. Ça durera ce que ça durera. Est-ce qu'on s'est installé cette tranquillité pour a long time, ou est-ce que c'est illusoire et qu'elle cessera rapidement? Peu importe, pour l'instant, elle existe. Il faut en remercier nos instances politiques qui veillent justement à ce que nous puissions pratiquer en toute sécurité. Je le dis, je le répète, je remercie vraiment nos élus qui nous permettent de pratiquer notre judaïsme avec une totale sérénité. On le voit, on le vit tous les jours.
C'est vivre à Cannes, c'est vivre heureux comme un juif à Cannes. Alors, je le disais en préambule, au mois de mai, à Cannes, à travers une assemblée générale de l'ACI, nous serons convoqués pour des élections internes, qui éliront donc un nouveau président du consistoire de Cannes. Non, un conseil d'administration. Tout d'abord, oui, j'ai fait... Voilà. Gérard, ma question, elle est très simple. Si vous deviez vous retourner, faire le point, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez des regrets? De quoi vous êtes le plus fier? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à imposer ou à améliorer? 4 questions. Alors, je commence par la première. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, globalement, je suis satisfait du mandat qui est en train de s'achever. Bien sûr, on est certainement passé à côté de certaines choses. Mon regret, il est toujours le même, hein, il est exprimé depuis des années. C'est qu'on n'a pas encore trouvé la parfaite solution pour intéresser les plus jeunes. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Il y a un problème de fréquentation de la jeunesse. Quand je dis la jeunesse, ce sont les adolescents, les jeunes gens. Eux, on les voit, ils viennent, ils repartent. Votre réponse fait partie un petit peu de ma question précédente, justement, à propos de cet éloignement qui s'opère lorsqu'ils ont à peu près 13-14 ans, quand ils sont obligés d'aller en faculté. Il n'y a pas ici d'université. On a une difficulté majeure à Cannes, ce n'est pas une ville universitaire. Donc on perd nos enfants, non pas en faculté, l'année du bac. L'année du bac, ils ne bougent plus. Ils veulent réussir leur bac, et si possible avec mention. Et puis après, c'est malheureusement le jeu de l'éducation nationale. Eh bien, ils vont dans les universités qui ne sont pas à Cannes. Et très peu, d'ailleurs, vont à Nice. Beaucoup se déplacent dans les autres villes de France, soit à Lille, à Marseille, à Grenoble, à Toulouse, voire même à l'étranger. C'est comme ça. Gérard, de quoi êtes-vous le plus fier? Alors, j'ai quand même quelques fiertés. Je vais en parler, mais en toute modestie. La première de mes fiertés, c'est que justement, on n'a pas vu la fréquentation se dégrader, au contraire s'augmenter. Ça, c'est la principale de mes fiertés. La deuxième des fiertés, qui est la fierté du conseil d'administration qui est en place aujourd'hui, mais des conseils d'administration que j'ai eu l'honneur de présider précédemment, c'est que nous avons réussi quand même certaines choses assez importantes, comme l'achat du centre, dont nous n'étions que locataires, l'agrandissement du centre avec une extension de 500 mètres carrés supplémentaires, la mise et le maintien, si vous voulez, en état de ces outils que sont notre synagogue, notre centre culturel en parfait état. Et croyez-moi, c'est un grand souci, ça coûte très cher. Bon, ça, ce sont des fiertés de gestion. Et puis, on peut avoir la fierté de savoir que nous allons finir ce mandat sans avoir augmenté la dette, au contraire en ayant diminué, et en ayant un capital supérieur à celui qui nous a été remis il y a quelques années. J'avais une 4e question. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à imposer ou à améliorer ? Voilà, je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est le plus grand regret, c'est notre jeunesse. Alors il faut qu'on cherche des solutions. Je laisse le soin à mes successeurs de trouver peut-être des solutions. Il y en a une qui peut-être verra le jour bientôt. C'est, je pense, la création d'un groupe scolaire. Je crois que c'est le meilleur moyen pour fédérer la jeunesse. D'autres le font, le font. Ils tiennent par ailleurs donc une partie de la jeunesse. Je crois que c'est notre rôle de mettre en place un système de scolarisation pour nos jeunes qui correspondent parfaitement aux attentes des familles et qui leur permettent d'avoir un enseignement de grande qualité. On verra, c'est l'avenir nous dira si c'est possible ou pas.
Alors vous avez presque devancé ma question suivante. Dans le contexte actuel, les années à venir sont cruciales pour la communauté. Alors si je devais brosser un portrait robot du futur candidat, je dirais qu'il devra présenter son projet en tenant compte de tous les paramètres qu'on a évoqués dans le courant de cet entretien, de le développer, de le commenter, d'expliquer, de nous éclairer sur les enjeux, les perspectives futures, qu'elles soient à court, moyen ou long terme, auxquelles notre communauté sera exposée à partir de 2020. En dehors de la jeunesse, est-ce qu'il y a un thème ou un problème primordial ici à Cannes, et je parle simplement de Cannes, auquel le prochain bureau devra s'atteler en priorité? Bon, alors d'abord je voudrais faire une petite précision sur ce que vous venez de dire. Et je pense que cette précision elle est nécessaire pour tous. L'Assemblée générale ne va pas élire une tête de liste. Non, j'avais fait un candidat. J'avais fait un raccourci. Non, mais c'est un raccourci. C'est un bureau. Hein. Oui, c'est un raccourci. Même liste. Pas. C'est une liste. La liste est libre. Voilà. Bien sûr. Vous allez être sollicité pour élire une liste. Cette liste, elle devrait normalement vous présenter un programme auquel elle sera tenue. En tous les cas, vous veillerez à ce qu'elle tienne l'accomplissement du programme qui vous est proposé. Il ne faut pas que ce soit un programme illusoire, fantasque, mais il faut rester pragmatique et offrir... Mais la communauté est toujours pragmatique. Oui, mais pas forcément ceux qui proposent des programmes. Ça peut être illusoire, en tous les cas. Non, la communauté a la tête sur les épaules. Il faut absolument que... N'oubliez pas qu'on a une kippa. Oui. Donc ça nous permet d'avoir la tête sur les épaules. Il faut absolument que les listes qui seront présentes au suffrage des électeurs présentent donc une liste acceptée. Il faut être cotisant depuis au moins 2 ans de la communauté, répondre à certaines conditions à la RIC, etc. Bon, mais tout ça, il y a une commission des sages qui est chargée de vérifier la capacité des uns et des autres à être présents sur une liste. C'est une chose. Cette liste, c'est pas une liste de beaux visages ou de personnages. Elle doit être composée, et c'est pas facile, attention, c'est très difficile, de gens qui ont l'envie et la capacité de s'investir au profit de leur communauté. Alors il ne s'agit pas d'y passer sa vie, bien sûr que c'est illusoire. Ce serait bien qu'il y ait des jeunes qui se présentent. Je sais que là aussi c'est une grande difficulté parce que pour les gens de ma génération, à 40 ans, on avait déjà mis le train sur les rails. À 50 ans, le train avait pris sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, je sais qu'à 50 ans, on n'est pas toujours sûr que le train arrivera à la gare en bon état. Surtout c'est une réelle difficulté, mais il ne faut pas que, si vous voulez, cette qualité qu'est le bénévolat périclite dans l'avenir. Il faut que les gens s'investissent les uns pour les autres. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas sur une liste, on ne doit pas prendre une vie active au fonctionnement de la communauté. C'est une erreur. Tout le monde peut prendre une activité au sein de la communauté. Tout le monde peut s'investir pour ses frères et ses sœurs. Mais il faut avoir des projets, il faut tenir la distance. Il y a plein de choses à faire. Vous savez, c'est merveilleux d'être administrateur. Ou au moins avoir des idées. Ouais, mais c'est merveilleux d'être administrateur. C'est ingrat, mais c'est merveilleux. Vous vous rendez compte ? Accomplir une mission au profit de ses sœurs, de ses frères. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau ? On est une grande famille. Il ne s'agit pas de faire du communautarisme, mais de construire une grande famille du judaïsme à Cannes et dans sa région. C'est vrai, pareil, c'est exactement pareil pour Nice, ou pour Menton, ou pour Antibes. Il faut absolument qu'on s'investisse les uns pour les autres. Gérard, ma dernière question, elle est très vaste.
Le judaïsme consistorial a-t-il un avenir? Alors, est-ce que vous pouvez répondre en quelques minutes? Mais écoutez, le judaïsme consistorial a 200 ans d'existence, un peu plus de 200 ans d'existence. Il a tenu la route et il a traversé, croyez-moi, des crises, que ce soit des crises politiques, les guerres, les problèmes d'antisémitisme. Il a toujours été présent, il a toujours été là, au profit de la communauté. Aujourd'hui, il est évident que le consistoire, l'essence du consistoire est un peu attaquée parce qu'il y a plein de mouvements, de philosophies différentes qui voudraient bien prendre sa place. Je pense qu'il a plus qu'un avenir. Je crois que c'est la solution, la seule solution qu'il reste aux Juifs de France pour unifier leur capacité, leur entente et leur devenir. Sans le consistoire, eh bien, on va s'éparpiller. Et bien entendu, comme toujours, quand on est séparé, on n'est pas très fort. Unis, on l'est. On est puissant. Alors, on ne représente pas grand-chose au niveau de la population en France. Mais on a cette capacité à être solidaire, positivement, j'entends bien. Hein. Il ne s'agit pas de faire... Je le dis bien, hein, j'écarte l'idée du communautarisme. Mais solidaire de nos idées, solidaire de nos valeurs, les uns des autres. Et on a le soutien de gens intelligents. Alors, il y a du racisme en France. On va le voir encore, je crois que c'est le 5, où il y a une grande manifestation. Et j'invite nos amis Dimanche 5. Qui doivent se rendre à Nice à être présents. C'est pas une manifestation juive, attention. Hein. C'est une manifestation contre le racisme et contre l'impunité donnée aux antisémites. Eh bien, voilà. Le consistoire sert aussi à ça. Bien sûr, il est accompagné dans cette mission par le CRIF et par d'autres associations, mais il faut qu'on soit unis dans nos démarches. Et l'unificateur, le dénominateur commun du judaïsme en France, c'est le consistoire et ça restera le consistoire. Nous voici arrivés au terme de cette première émission de l'année 2020. La semaine prochaine, vous retrouvez en première partie Sandrine Laïc et Nathalie Siboni pour le journal des communautés de Cannes et d'Antibes-Juan-les-Pins. Et bien sûr, pour Anamarty Magazine, un nouvel invité. Merci Gérard Bavard, président du Consistoire de Cannes, encore pour 5 mois, de nous avoir informés de toutes vos intentions. Merci Alexandre. Qu'est-ce que je vais vous regretter ?